J'étais face à un homme relativement manipulateur. C'est extrêmement douloureux. Ils ont constaté que Alicia était beaucoup livrée à elle-même. Aujourd'hui, elle est placée en foyer. J'étais inquiète par rapport à des choses que je voyais se dérouler. Je me sens quand même beaucoup plus en phase avec mon rôle de mère et qu'il ne faut pas perdre espoir. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de La Voix des femmes, je suis heureuse d'accueillir Claire Fernandez, une femme, une maman aussi, qui va nous raconter l'histoire qu'elle a vécue avec sa fille de 4 ans à l'époque, et qui a traversé, je crois, quelque chose de terrible en tant que mère. Enfin, elle va nous en parler. Et justement, elle va nous parler aussi de tout ce chemin de résilience, de comment elle a pu se reconstruire après l'épreuve qu'elle a traversée avec sa fille, et pour devenir finalement la mère qu'elle est aujourd'hui. Donc, bienvenue Claire dans La Voix des femmes, cet Merci. espace qui ouvre vraiment la parole pour les femmes, pour nous toutes, pour toutes les mères et pour vraiment déposer nos expériences de vie. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode, à toutes celles qui nous écoutent. Et on va commencer par une première question, justement. Est-ce que tu peux nous partager dans cette épreuve qui... Déjà, tu vas nous partager quelle est l'épreuve et à quel moment de ta vie c'est arrivé, cette épreuve que tu as vécue avec ta fille, un petit peu le contexte, un petit peu l'histoire et pourquoi c'est un tournant dans ta vie. Ok, donc ça s'est passé du coup en 2015. Enfin, la première partie en tout cas, donc il y a eu la séparation effectivement avec le père de ma fille Alicia. Qui est aujourd'hui, âgé de 13 ans bientôt. Voilà, comme toutes les séparations, bien évidemment, il y a eu, c'est toujours compliqué. Mais là, ce qui a été particulièrement compliqué, c'est que, je m'étais remise en couple avec un homme, toxique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est ça l'idée. Où il y avait des mésententes entre ma fille, et cet homme-là à l'époque, qui nous a porté préjudice puisque une voisine en fait, entendait des conflits, dans le domicile. Elle entendait ma fille souvent, pleurer et cetera et donc pensait que elle était victime de maltraitance. Donc, elle a fait un signalement qui a engendré une enquête sociale et qui a amené un placement de ma fille chez le père. Ok, ça c'était à l'époque. Donc, Oui. elle a entendu cette voisine, enfin, elle a entendu des cris, elle a signalé et les services sociaux ont directement dit, on vous enlève votre fille. On fait une enquête, ils ont fait une enquête et voilà, moi à l'époque, j'étais quand même fragilisée parce que la situation que je vivais, la séparation se passait très, très mal. Voilà, j'étais face à un homme, relativement, manipulateur qui clairement était dans le conflit et dans le contrôle, voilà et qui clairement cherchait à faire des embrouilles. Moi, je vivais très mal la séparation parce qu'elle s'est passée dans un contexte difficile et donc ça a amené effectivement à ce placement parce que, je pense que les services sociaux ont perçu, ma fragilité à l'époque. Ils ont joué en plus sur le fait que je n'avais pas la garde de ma première fille, donc ils en sont arrivés à la conclusion que le fait que j'avais pas la garde de ma première fille, forcément, j'étais une mauvaise mère. Le fait de ma fragilité psychologique de l'époque, ont estimé que je faisais vivre ma fille dans un environnement anxiogène, pour reprendre les termes exacts qu'ils avaient employés à l'époque. Ok, et au moment où vraiment les services sociaux viennent et t'enlèvent ta fille, comment tu vis tout ça en fait? Comment une mère peut vivre ça en fait? Parce qu'effectivement, il y a de la culpabilité forcément, parce qu'on nous met, on nous pointe du doigt, et c'est fait de façon pas toujours très bienveillante. Enfin moi, en tout cas, ça a été mon expérience, beaucoup de reproches, beaucoup de culpabilité. On veut nous faire dire des choses, qui ne sont pas vraies. Moi, pour ma part, on a voulu me faire dire que ma fille était un fardeau pour moi, alors qu'en fait, j'exprimais simplement une difficulté, liée à ses troubles de comportement parce qu'Alicia il faut le savoir, est TDAH et troubles de l'opposition avec provocation. Ces troubles se sont manifestés depuis l'âge de 2 ans, donc on savait qu'il y avait une problématique. On a eu l'étiquette, définitive qu'il y a pas si longtemps que ça, en fait, de son TDAH et de son trouble de l'opposition, enfin mettre le nom sur le trouble réel. Mais voilà, on savait qu'il y avait une problématique, mais voilà, comme moi, c'était ma deuxième fille et j'avais pas forcément beaucoup d'expérience en tant que parent, c'est pas toujours évident de mettre des mots là-dessus et de savoir, qu'est-ce qu'il en est réellement. Ok, et après, donc quand ils t'ont enlevé ta fille, ils l'ont placée, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? Comment tu t'es sentie? Comment tu vivais? Ah impuissante. Les mots qui me viennent, c'est vraiment impuissante, en colère, parce que forcément, on ne comprend pas, comment ça peut en arriver là. Surtout que, j'ai jamais été maltraitante avec ma fille, très clairement. Au contraire, j'ai toujours essayé de faire de mon mieux avec qui j'étais à l'époque. Alors oui, j'étais, une mère fragilisée par rapport à ce que j'avais pu vivre dans le passé. J'étais mal dans mes baskets, ça clairement, voilà et je ne l'ai jamais nié. J'étais aussi dans la peur parce que le papa avait déjà des problèmes à l'époque, sur plusieurs aspects de sa vie et j'étais inquiète aussi parce que je voyais qu'il n'arrivait pas à gérer déjà à l'époque ma fille, sur, ses besoins, du quotidien. Donc j'ai fait de mon mieux, pour la soutenir. À l'époque, on était en garde alternée, donc je rattrapais régulièrement, ce qui n'allait pas, au niveau du suivi médical parce que ma fille a des suivis médicaux. Elle a un traitement d'hormones de croissance aussi.
en plus de ses troubles psychologiques. Donc, elle avait tout un suivi à l'époque au CMP avec l'orthophoniste parce qu'elle avait un retard de langage. Enfin bref, elle avait quand même un suivi déjà très, très présent à l'époque au niveau médical. Et lui n'arrivait pas à gérer ces rendez-vous-là. En fait, il y avait des gros problèmes au niveau du suivi qui soit fait de façon correcte. Et quelle action t'as mis en place après, une fois? Donc, elle allait vivre avec son papa, Oui, mais aujourd'hui, elle est dans un foyer, c'est ça? aujourd'hui, elle est placée en foyer, oui, tout à fait, parce que son papa n'arrive plus à gérer son quotidien, est dépassé par les événements. Il a le contre-coup aussi, je pense, de toutes ces années de conflits, plus un deuil qu'il a eu à faire aussi de sa propre mère qui est partie juste avant la séparation. Elle est décédée, sa maman, de façon très brutale. Donc, en fait, il a le contre-coup de tout ça, je pense, parce qu'il a été dans le déni pendant des années par rapport à tout ça. Et là, en fait, tout était en train de lui exploser à la tête, littéralement. Et il est vraiment, je pense qu'on peut dire qu'il est en dépression au jour d'aujourd'hui. Donc, voilà. Et les services sociaux, en fait, qui le suivent de très près, parce qu'ils savent qu'il a des difficultés à gérer le quotidien, se sont rendus compte qu'il y avait des soucis au niveau de l'hygiène du logement, au niveau de l'hygiène de ma fille, et des choses assez préoccupantes. Ils ont constaté qu'Alicia était beaucoup livrée à elle-même, toute seule au domicile du père, sans aucune surveillance. Donc, tout ça a vraiment fini d'alerter les services sociaux et a amené au placement en foyer. Ok. Et toi, quand du coup ils sont venus la chercher, quelle action t'as mis en place après? Qu'est-ce que t'as fait en fait? Parce que j'imagine quand t'es une mère, enfin, il y a cet instinct animal, Oui, on veut être avec son enfant, on veut se battre pour son enfant. Enfin, c'est animal, c'est vraiment archaïque et il y a quelque chose de très ancestral chez nous. Qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu as juste été bon bah c'est comme ça ou tu as fait non. des choses, tu t'es battu? Ah bah, Raconte. je me suis battue. En fait, moi, déjà, ce que j'ai mis en place, c'est d'avoir des attestations médicales de tous les suivis que je mettais en place pour ma fille, pour montrer que ce qui me reprochait était pas fondé. Parce que, en gros, chaque fois, c'était moi qui passais pour la méchante. Tout ça parce que je dénonçais des problématiques inquiétantes du côté du papa. En fait, eux, ils voyaient ça simplement comme une histoire de règlement de compte lié au fait que je vivais mal la séparation, alors que ce n'était absolument pas le cas. C'est juste que j'étais inquiète par rapport à des choses que je voyais se dérouler et où j'étais totalement impuissante parce que c'est pas moi qui gérais. J'étais à distance pour surveiller et donc voilà, ça a été perçu en fait comme, une attaque personnelle vis-à-vis du père, alors que ce n'était, pas le cas du tout. J'étais simplement inquiète parce que je voyais des choses, des faits se dérouler et je voyais que ma fille, manquait de suivi sur certains aspects et que ça m'inquiétait, profondément. Donc j'ai fait en sorte moi-même de rattraper là où lui était défaillant. J'ai fait en sorte de produire des attestations médicales, dès qu'il y avait des choses qui n'étaient pas faites correctement pour, prouver que c'était pas moi qui inventais des choses, que c'était bien réel, qu'il y avait bien un problème de suivi au niveau de ma fille et voilà, j'ai tenté comme j'ai pu de me défendre comme ça avec des attestations de professionnels de santé, médicales et cetera. Et il me semble que tu as aussi tu allé voir des journalistes aussi. Oui, tout à fait. En 2016, quand on est parti sur l'enquête sociale, qu'on m'a fait comprendre clairement que j'étais sur le point de perdre la garde de ma fille, l'élan que j'ai eu, c'était effectivement de dénoncer tout ça parce que je trouvais que cette situation, était quand même abusive. Je trouvais qu'elle ne prenait absolument pas en compte, les cris, d'alerte que je poussais par rapport à ma fille, que c'était très, pro, papa en fait. Clairement, j'avais l'impression que c'était moi la méchante et que lui, par contre, tout ce qu'il faisait, c'était super, alors qu'en fait, c'était pas du tout le cas. Donc voilà, oui, à ce moment-là, je me suis sentie vraiment comme une victime d'abus, des services sociaux. La situation pour moi était clairement abusive. Pour en avoir discuté avec d'autres femmes qui avaient vécu le même genre de combat aussi, qui m'ont confortée dans l'idée que j'étais vraiment victime d'un abus. Donc oui, j'ai sollicité les journalistes de La Dépêche, à l'époque. Il y a eu un article qui a été rédigé et très bien rédigé, qui a repris les propos, de façon totalement, intègre et qui ont étayé mes dires avec, des enquêtes qui ont déjà été réalisées sur les abus de services sociaux et qui stipulait qu'effectivement, en Haute-Garonne, donc le département où je suis actuellement, il y avait particulièrement, une hausse des cas d'abus des services sociaux. Hmm. Ah, waouh. Et du coup, au fur et à mesure des semaines ou des mois, enfin, à un moment donné, c'est un peu tout le temps quand on vit des épreuves, c'est tu touches le fond du puits, et après tu commences à remonter. Qu'est-ce qui fait que tu as pu commencer à te reconstruire toi, en tant que femme, en tant que mère, privée de ton enfant finalement? En fait, ce qui fait que, j'ai eu cette force-là, c'est qu'à un moment donné, ça m'avait tellement impacté sur ma santé mentale et ma santé physique. Je sentais que j'étais épuisée de me battre et de devoir me justifier sur tout ce qui se passait, que mon corps commençait à me lâcher, je faisais des malaises et cetera. Je me sentais de plus en plus faible, sur le plan, physique et là, en fait, c'est moi qui ai eu un sursaut de survie, je pense, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en gros, où là, j'ai eu l'intuition de me dire: «Non mais stop en fait. Là maintenant, il faut arrêter de rentrer dans une histoire de vouloir se battre à tout prix.
Parce que je voyais bien que plus j'essayais de me battre et plus ça se retournait contre moi. Là, quand ça se produit comme ça, que malgré tous les arguments, toutes les choses concrètes que j'amenais pour me défendre, tout était retourné systématiquement contre moi. Donc là, j'ai bien vu que ça servait à rien ce que je faisais, que c'était pas du tout entendu à sa juste valeur. Et comme je voyais que ma santé se dégradait en plus et qu'il fallait quand même que je sois présente pour mes enfants, donc là, oui, j'ai eu un sursaut je sais pas, de conscience, je sais pas comment on peut appeler ça, De et où là, je me lucidité. suis dit, j'arrête de vouloir lutter contre la situation, j'arrête de vouloir combattre, je lâche prise, j'accueille et j'accepte ce que je traverse. Donc là, j'ai été sur un parcours de résilience et d'acceptation pour me sauver moi et pour être bien pour mes filles. C'est ça. De toute façon, l'acceptation, ça fait partie, c'est un peu comme, c'est comme des deuils, hein, symboliques ou réels, hein. Oui, L'acceptation, c'est l'étape qui permet la résilience. Tant qu'on n'est pas dans l'acceptation, la ah, résilience peut pas se complètement. faire. C'est la porte. C'est Ouais, la porte tout à fait. plus d'autres choses, mais en tout cas, c'est une étape de la résilience. Ouais, Donc ouais, donc en fait, c'est à ce moment-là que tout a basculé, tu as commencé à te reconstruire. Et du oui. coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a aidé à avancer concrètement après, à te relever? Qu'est-ce que tu as fait en Alors, fait? moi, ce qui m'a aidée, alors d'une part, j'ai eu un problème de santé à ce moment-là. J'ai été hospitalisée en urgence parce que j'ai eu une ablation de la vésicule biliaire. J'avais des problèmes de calcul rénaux, de vésicule, pardon. Du coup, cette opération, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais suite à ça, il y a eu un éveil spirituel en fait qui s'est fait en même temps. Et j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à tout ce qui était médecine alternative, donc la naturopathie, la sophrologie, enfin tout ce qui amenait justement une reconnexion à soi, à qui on est, et surtout m'apporter du lâcher prise parce que moi en réalité je suis une hypersensible et à l'époque j'étais spasmophile, je faisais des crises de spasmophilie qui m'amenaient régulièrement à l'hôpital et donc je cherchais absolument des solutions naturelles pour pouvoir me sortir de tout ça et reprendre le pouvoir sur mon corps et sur ma vie. Donc c'est là que, après suite à cette opération-là et en cheminant un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Facebook et en m'intéressant à des professionnels qui étaient dans ces domaines-là, j'ai découvert la première méthode qui pour moi a été une vraie révélation, c'est la méthode Access Bar. C'est un outil en fait d'une ensemble de méthodologies qui s'appelle Access Consciousness, qui veut dire l'accès à la conscience. Et moi, cet outil a été extrêmement puissant pour moi et je pense qu'on peut dire qu'il m'a littéralement sauvé la vie parce que ça m'a permis de monter sur des plans de conscience supérieurs, ça m'a permis de me détacher émotionnellement et de faire en sorte que les événements que je traversais ne m'impactent plus de la même manière. Et ça a été assez spectaculaire parce que je me souviens même d'une scène particulière où j'étais en face à face avec la femme des services sociaux qui justement était en train de m'annoncer que ma fille allait m'être retirée. Donc un moment particulièrement difficile en temps normal. Et là, je me suis surprise à me dire, OK, ben, c'est comme ça. J'accueille ce qui se passe, même si c'est difficile, et je ne cherche pas à lutter comme justement je cherchais à lutter à l'époque. Donc ça m'a permis OK. de beaucoup mieux vivre cet entretien-là, de le prendre avec beaucoup plus de détachement. Et oui, oui, en tout cas, ça m'a sauvée au niveau de la santé mentale, ça c'est clair, parce que ça m'a sorti de cet état de colère permanente que j'avais à l'époque. Ça m'a permis de mieux canaliser mes émotions. Au niveau des crises d'angoisse, bah, bizarrement, du moment où j'ai commencé à pratiquer ces outils-là sur moi, mes crises d'angoisse ont disparu du jour au lendemain. Je n'avais plus aucune crise d'angoisse, plus rien. Tout a disparu. Waouh. Comme quoi, hein. Parfois, ça se passe dans le subtil, dans l'invisible, parce Ouais, que bon, Access Bar, de ce que je connais, hein, c'est des points qu'on appuie sur la tête, hein, des points oui, spécifiques, mais en effet, oui. ça travaille sur la conscience aussi. Donc, Ça ça- travaille sur les c'est, mémoires cellulaires et le transgénérationnel, ça travaille. Tout ce voilà, qu'on fait. tout est relié. Donc, Tout à fait. évidemment, mm. Ouais, Ok, donc c'est vraiment ça qui t'a permis d'avancer, de te relever, de oui, sortir de ce combat finalement et d'être dans plus dans une posture, ouais, d'acceptation et oui. tout en étant, j'imagine, quand même relié à ta fille, en faisant les démarches. Ah oui, tout à Ou fait. J'ai continué ouais, à faire des démarches, mais avec plus de détachement. c'est ça. Voilà, j'ai accueilli. Bon, à ce moment-là, de toute façon, malheureusement, je n'avais pas grand-chose à faire de plus que d'attendre Mm. et de continuer à prendre soin de ma fille et de moi. C'est tout ce que j'avais à faire. Donc, je me suis recentrée beaucoup sur moi, sur ma fille, sur le fait d'essayer de communiquer avec elle, d'accueillir aussi ses difficultés, parce que c'est vrai qu'elle avait ses difficultés de troubles de comportement qui n'étaient pas évidentes à gérer. Donc, voilà, j'ai fait en sorte aussi d'accepter le fait qu'elle était différente et qu'elle ne réagissait pas comme une enfant lambda. Donc, ça n'a pas toujours été évident non plus à accueillir et à accepter. Donc, oui, c'était un long chemin de travail sur moi. Après, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que bah, suite à mon article dans la Dépêche, j'ai reçu beaucoup de messages. Bah, déjà, il y a eu énormément de signatures sur la pétition que j'avais lancée. Je ne le compte plus, mais c'était assez énorme. C'était en milliers de signatures de personnes qui ont vécu des situations similaires ou qui ont connu des proches victimes de situations similaires. Donc ça, déjà, ça m'a rassurée. Je me suis dit que je n'étais pas la seule confrontée à ce genre de Mm. situation.
Et j'ai sympathisé aussi avec des mamans de mon secteur géographique, 2 mamans en particulier, qui m'ont été d'une grande aide parce qu'elles ont traversé des situations, similaires, voire pires que la mienne. Et ces femmes avaient déjà fait elles-mêmes un grand parcours de résilience et de travail sur elles par rapport à tout ça. Et le fait de pouvoir échanger avec elles et de pouvoir, voilà, avoir des conseils sur comment gérer la situation, face aux services sociaux et cetera, et d'avoir surtout du soutien et beaucoup d'amour, oui, ça m'a vachement aidée, c'est Mmh. clair. Ouais, donc c'est, une question aussi intéressante, on peut pas traverser ça seul, en fait. On Non, a c'est besoin pas possible. de on a besoin d'être soutenu, que ce soit par la famille, des amis, des connaissances, des gens qui ont déjà vécu. Seul, Ouais, c'est pas vivable, enfin, on peut pas, non, en fait. complètement. Non. Non, non, Donc mais moi, c'est ça qui m'a vraiment aidée, c'est de me reconnecter à ces femmes-là, de voir que j'étais pas la seule à vivre ça. En plus, le fait qu'elles étaient proches géographiquement, on se rencontrait physiquement, de temps en temps. Quand moi j'avais des débats par rapport à ma fille, des choses qui se passaient au niveau des services sociaux qui étaient difficiles, elles me soutenaient, elles m'envoyaient de l'amour, elles me donnaient des conseils et cetera. De la même façon, quand elles étaient pas bien, ben, moi j'étais là aussi, pour les soutenir et les encourager et ça a créé une grande force et après ce qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est mon activité, de thérapeute. Quand je me suis lancée en 2017, donc avec la méthode Access Bar, je me suis lancée en tant que praticienne et formatrice. J'étais facilitatrice Access. Ça a vraiment changé aussi ma réalité parce que, bah, le fait de justement de me concentrer sur autre chose que sur moi, d'être focus aussi sur le fait d'aider les autres parce que j'ai toujours été dans cette nature-là depuis très longtemps, de vouloir, aider mon prochain et c'est là que, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie à ma place professionnellement. Donc, j'ai lancé mon entreprise en mars 2017 alors que j'étais en plein, conflit par rapport aux services sociaux. Mais malgré tout, je me suis lancée en sachant que, voilà, ça n'a pas été évident non plus parce que mes parents étaient très fermés à l'entrepreneuriat et j'ai reçu beaucoup de jugements et de choses négatives sur le fait de me lancer à mon compte dans ce domaine-là en particulier. Mais, bizarrement, l'appel était tellement fort que ça me passait complètement au-dessus, en fait. Quand j'ai vu tous les témoignages que j'ai eus très rapidement des premiers clients que j'ai accompagnés, clientes, où, j'ai eu des libérations émotionnelles incroyables, où j'ai eu des soulagements de douleur, de gens qui étaient en souffrance physique et grâce à mon intervention, bah, il y avait plus de douleur, il y avait plus de mots, et il y avait une meilleure compréhension de ce qu'elles vivaient. Ben, ça aussi, ça m'a fait énormément de bien. Et j'ai fait une ascension assez fulgurante et puis mes capacités se sont développées aussi. Très rapidement, j'ai la clairaudience, la clairvoyance qui se sont développées, vraiment à très grande vitesse. Donc j'ai commencé à canaliser, j'ai commencé à communiquer avec les défunts, chose que je mmh, n'aurais jamais pensé, possible, parce que j'étais quelqu'un de très cartésien à la base. Et là, très rapidement, je me suis ouverte à ça. Donc je communiquais avec les défunts, j'avais des messages qui me venaient, j'avais, mon magnétisme qui s'est fortement développé et j'ai eu des cas de libération émotionnelle et je sais pas, alors j'aime pas employer le terme guérison parce que voilà, c'est sujet mmh, à ouais. controverse, par rapport à la médecine conventionnelle, donc j'ai pas employé le terme guérison, mais en tout cas, les résultats sont là. Ces personnes sont sorties de leurs maux physiques, et émotionnels et il y a eu, vraiment une amélioration très significative de leur état. Magnifique, oui, donc c'est ce qui peut en fait, te mettre au service des autres, Oui, avec tes dons, t'a oui, permis aussi de tenir debout, de te rendre utile, de trouver un sens c'est ça, et de te reconstruire. Et tu vois, complètement. c'est intéressant parce que quand on est au service des autres, il y a forcément, et j'ai envie de revenir là-dessus, il y a forcément de l'amour, en fait. Tu peux Ah oui, pas être complètement. et de l'altruisme et tu peux pas être au service des autres si tu portes pas ça. Et tu vois, Mmh. dans ce que je vois dans ton histoire, c'est que, bah, l'amour, on t'a privé de l'amour de ton enfant finalement, enfin de l'amour, même s'il était là, mais Oui, physiquement, oui, vous bien étiez sûr. séparés. Mais du coup, la vie fait que, eh ben, on t'a montré une autre voie pour exprimer l'amour et être dans l'amour. Alors oui, Complètement. on sait très bien que les épreuves qu'on vit, elles sont pas faciles, elles sont souvent, elles sont parfaites pour notre destinée puisque moi Oui, je crois beaucoup que tout est déjà écrit et que en fait, c'est ce qui permet ensuite, bah, de nous retrouver, de nous rencontrer dans ce qu'on ne savait pas avant pour, tout à fait. œuvrer, là où on est attendu, pour faire ce qui est à faire en fonction du plan d'âme qu'on a choisi. Donc, Mmh. oui, l'expérience est juste, atroce et en même temps, elle t'a aussi offert plein de beaux cadeaux, en tout cas dans la Complètement. femme que tu es et dans ta vie professionnelle et du coup, tu as pu partager cet amour, à Oui. travers tes dons et voilà. En tout cas, c'est ce que je perçois de l'histoire. Oui, oui, c'est exactement ça, oui, oui. Puis j'ai non seulement pratiqué, j'ai formé aussi parce que je suis formatrice Mmh. en soins énergétiques. Donc en fait, quand je voyais les résultats juste extraordinaires que j'avais avec ces outils-là et qui avaient contribué moi aussi à m'aider, vers un mieux-être et une paix intérieure, bah, du coup, j'ai eu qu'une seule envie, c'était de les partager au plus grand nombre. Eh oui. Donc j'ai formé énormément de monde en quelques années à peine.
Je me suis formée à une quinzaine de techniques différentes que j'ai transmis, partout en France et même à l'étranger, au Canada, en Belgique, en Suisse. J'ai eu cette chance-là de m'expanser, en dehors du territoire français. Donc, ça, c'était une expérience juste, Ah. incroyable. Voilà, où j'ai rencontré plein de belles âmes, de vraiment des personnes, extraordinaires et ouais, ça, pour ça, j'avoue que je trouve que ça en valait vraiment la peine. Mmh, magnifique. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question, quelle mère es-tu? Et ben, aujourd'hui, bah, j'ai fait un chemin d'acceptation par rapport à cette situation-là, donc je me sens quand même beaucoup plus en phase avec mon rôle de mère. J'ai compris que, il fallait pas que je prenne pour argent comptant tout ce qui avait pu être dit et que ça ne me définissait pas. Donc ça, le fait de prendre conscience de ça, déjà, ça a été énorme. C'est ce qui m'a vraiment libérée. Au jour d'aujourd'hui, ben oui, je suis plus apaisée dans mes relations, avec mes filles. Bon, même si avec Alicia, ça reste encore compliqué aujourd'hui par rapport au fait elle est en foyer. Mais malgré tout, je la sens plus apaisée. Je vois qu'elle a une évolution, qui est de plus en plus positive. Pour l'instant, en tout cas, je touche du bois, j'espère que ça va aller comme ça dans ce sens-là, le plus longtemps possible. Mais je sens que ce placement en foyer a été bénéfique pour elle. Donc ça, déjà, pour moi, c'est une grande satisfaction parce que c'est pas facile d'accepter que son enfant soit placé en foyer. C'est quand même un sacré challenge. Mais que je sentais à mon fort intérieur que c'était nécessaire pour elle, en fait, parce que son papa ne pouvait pas lui apporter ce dont elle avait besoin pour se sentir en sécurité et quand je vois en quelques mois à peine la transformation déjà qu'elle a fait, je la sens beaucoup plus en paix au niveau, émotionnel. Elle nous fait de moins en moins de crises, d'opposition comme elle pouvait faire à certains moments qui étaient violentes. Donc voilà, on voit quand même une amélioration du comportement et sur tous les plans, même au niveau scolaire, on a eu des retours des enseignants très encourageants, comme quoi effectivement elle Mmh. arrivait à être plus concentrée en classe, plus ouverte à l'apprentissage. Donc c'est en chemin, c'est pas gagné, mais on voit quand même une amélioration et pour moi, c'est ça le plus satisfaisant aujourd'hui quand même et ce qui me console le plus dans cette situation-là, de voir que Mmh. ça lui apporte un mieux-être et un équilibre et une stabilité, émotionnelle. Ouais, bien sûr. Donc on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que, tu aurais envie de partager quelque chose aux femmes qui vivent la même situation que toi, qui sont, finalement privées de leur enfant, ces mères? Est-ce que tu as envie de partager quelque chose que tu aurais pas dit ou voilà? Qu'est-ce que Bah, simplement de dire que voilà, au vu de mon parcours que j'ai partagé, ici, bah, de dire que je comprends, ce qu'elles peuvent traverser et que je leur envoie beaucoup d'amour face à cette situation qui effectivement est très douloureuse, surtout au début. On vit beaucoup d'émotions très intenses et très difficiles à gérer. Au contraire, qu'il faut voir ça comme une opportunité justement, bah, de prendre du temps pour soi, pour se recentrer sur soi, pour, aller mieux, se guérir aussi intérieurement et même si ça paraît, assez incroyable, ça c'est tout à fait faisable et j'en suis la preuve. Donc voilà, de dire qu'il ne faut pas perdre espoir et qu'il faut vraiment garder la foi et que même si cette situation paraît inextricable, de se dire que, ben, il y a toujours des solutions, des issues positives, en tous les cas. c'est cette foi qui t'a permis de tenir justement? Oui, Ah, ouais. ouais, Mmh. complètement. Bah, ça, plus, comme je l'ai dit, le soutien Mmh. aussi, Ouais, ouais. des mères qui vivaient le même, Mmh. je trouve que c'est hyper important de se rapprocher de gens dans ces situations-là qui vivent cette même expérience Mmh. parce que ça nous permet de comprendre beaucoup de choses et justement de faire un chemin de résilience, là-dessus, en fait. Mmh. Magnifique. Alors écoute, ben, on est à la fin de cette interview. Dans la description, vous allez pouvoir, retrouver, le contact de Claire avec aussi ses différentes activités puisque tu es, thérapeute énergéticienne Oui, et tu as aussi tu diriges des clubs tout à fait. d'entrepreneurs. Oui, Voilà, donc si, vous voulez la contacter, n'hésitez pas. En tout cas, je te remercie infiniment Claire de ton partage. Moi j'ai avec envie grand plaisir. d'honorer ton chemin, d'honorer, la mère que tu es, d'honorer la femme que tu es, le tout ce que tu as traversé aussi. Quand ça vient toucher nos enfants, ça vient toucher, encore une fois notre cœur, Mmh au mh. plus profond de notre cœur. Donc bravo pour tout ce chemin, vraiment et merci infiniment d'avoir partagé avec autant d'authenticité ton parcours qui j'espère, pourra aider d'autres femmes dans, justement, bah, sur cette chaîne YouTube La Voix des femmes, et c'est cet espace, bah, de guérison, de résilience, de partage, de vérité, pour qu'on puisse, ben, s'élever, s'entraider, se souder, ensemble Tout à entre fait. femmes. Bah, avec grand plaisir et j'espère sincèrement que mon message, pourra soutenir dans ce sens-là, en tout cas. Merci du fond du cœur, merci de votre Merci écoute et puis beaucoup. à bientôt pour un nouvel À bientôt. épisode.